Donc, ce que je vais faire, c'est simplement vous faire un petit mot sur le projet Comet en tant que tel. Je pense que vous étiez là hier, hein, Monsieur Mercier, c'est bien Oui. ça, hein. Donc, vous connaissez l'histoire. Peut-être que Madame ne le sait potentiellement pas. Donc, le projet Comet, finalement, c'est l'acronyme de Communauté des hautes écoles technopédagogiques, pour lequel il y a 14 hautes écoles partenaires ici en Belgique et principalement dans la région wallonne. Alors, ce projet, finalement, qui mêle ces différentes hautes écoles, s'occupe de faire le relais avec les personnes relais qui se trouvent au sein de vos établissements respectifs. Donc, je ne sais pas à quelle haute école vous appartenez. Moi, je donne cours à l'HELB pour la première fois. Ok, ok. Bah, la Haute École libre de Bruxelles, on a une personne relais qui figure. Il faudrait que je retrouve son nom. Mais si vous voulez, cette personne-là a le rôle de pouvoir collecter les besoins en termes de formation au niveau du personnel enseignant, de manière à pouvoir nous relayer l'info et de pouvoir, à un moment donné, imaginer des séquences d'accompagnement ou de formation gratuites à destination des équipes enseignantes. D'où la raison propre de ce webinaire ici, qui était finalement pas une commande au départ, mais une proposition de notre part en termes en guise plutôt de piqûre de rappel par rapport à certains aspects inhérents aux usages pédagogiques de la vidéo. Je vois qu'une personne nous a rejoint. Bienvenue. Voilà, j'étais dans les détails administratifs, donc je vais continuer finalement parce que c'est pas ça qui nous occupe principalement aujourd'hui. Il s'agit bien donc des usages pédagogiques de la vidéo. Et donc j'aurais une première question à vous poser. On en profite, hein, ce sera plus simple de pouvoir échanger directement plutôt que d'échanger via le chat au vu du peu de personnes que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà finalement utilisé une vidéo pour apprendre quelque chose et quand était-ce pour la dernière fois? Allez-y, hein, oui, Bonsoir oui, tout le allez. monde. Bonsoir. 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 Alors moi, j'ai tendance à utiliser parfois des vidéos justement sur YouTube où il y a des explications un petit peu avec des schémas, mais pas par manque de temps de pouvoir faire des trucs moi-même, parce que c'est pour ça que je me suis inscrite à cette formation. Mais Oui, non, oui, ça m'arrive de chercher des trucs sur YouTube qui sont un peu clairs et de prendre juste un petit morceau de la vidéo et de l'insérer dans un cours. Ouais. Ok, donc ici, c'est vraiment à des fins d'enseignement, d'apprentissage. Enfin, je veux dire, vous avez la perspective de regarder une vidéo, de vous dire, bah, cet extrait-là, il peut être intéressant pour le travailler en classe d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, bah, par exemple, un type d'usage pédagogique ici de la vidéo. Mais là, ici, c'est vraiment une question au sens large, hein. Je prends mon exemple. Moi, j'ai regardé une vidéo l'autre jour parce que je dois décaper une porte et je savais pas quel produit utiliser et comment l'utiliser. Donc, du coup, je suis allé sur YouTube aussi pour avoir un tuto, quoi, finalement. Mais ça aurait pu être aussi un clip vidéo, je sais pas, d'un rappeur qui présenterait la manière de décaper une porte. Enfin, je veux dire, il existe des tas de styles de vidéos, et ça, on va le voir dans le cadre de la formation ici. Mais vous voyez que sur la même plateforme, finalement, ici, on parle de YouTube, il y en a plein d'autres hein, pour regarder des vidéos. Ça peut être des supports physiques aussi, hein, DVD, Blu-ray, ce genre de choses, même si on en parle un peu moins aujourd'hui. Mais que pour une même vidéo également, on peut avoir plusieurs types d'usages. C'est-à-dire que c'est simplement pour se renseigner sur tel sujet ou pour mémoriser une chanson, par exemple, ou pour se mettre en action. Moi, je voulais regarder cette vidéo-là, ce tuto, pour pouvoir me mettre en action directement après. J'avais ma porte, j'avais le matos. Je cherchais une vidéo qui avait ce type de porte et le même matos pour pouvoir me renseigner et pour pouvoir aller plus loin. Donc, un autre type de vidéo, effectivement. Je vous renvoie alors la question pour les autres participants. Quand était-ce pour la dernière fois et quelle vidéo avez-vous utilisée? Moi, c'était la semaine dernière, pendant l'un de mes cours, hein, donc j'ai pris une vidéo sur YouTube, pareil, Oui. un petit extrait qui montrait à peu près la définition, qui montrait pratiquement, de façon pratique, la définition d'une notion que j'allais aborder. Donc, le Oui. multiplexage, en l'occurrence. Donc, je me suis servi de cette vidéo-là en la montrant, en donnant le lien aux étudiants qui ont cliqué dessus pour regarder la vidéo et ensuite on en a discuté. Donc, voilà. Ok, je retiens bien l'info. J'ai juste envie de vous poser une deuxième question sans trop spoiler le reste du webinaire. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette vidéo-là en particulier et pas une autre? Qu'est-ce Mais qui c'est vous a parce que permis dans de cette choisir vidéo, finalement? oui, c'est parce que dans cette vidéo, il y avait des éléments voilà, euh, qui étaient importants pour moi, que je souhaitais mettre en avant dans cette leçon-là, au cours de cette leçon-là. Donc, du coup, j'ai sélectionné celle-là.
C'était vraiment un résumé, donc ça reprenait le résumé des notions que j'allais moi aborder par la suite. Donc je leur ai donné la vidéo, ils ont regardé sans toutefois réellement savoir avoir des notions au préalable sur la question abordée. Donc ils ont regardé, je leur ai demandé, à partir de là, voilà, j'ai questionné et finalement on a terminé sur les notes de cours. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, mais ça reprenait Si, tout à vraiment. fait, tout à fait. Donc vous avez choisi cette vidéo-là plutôt pour le fond Oui. finalement, que sur la forme en tant que telle que pouvait prendre la vidéo. Non, oui, c'était effectivement sur le fond et pas sur la Ok, forme. Oui, de fait. c'est intéressant parce qu'on va revenir sur ces deux aspects-là aussi. On va parler un peu du script d'une vidéo finalement, comment il doit être construit, ce genre de choses, mais aussi des différents types de vidéos qui existent. Si vous utilisez une vidéo type tuto ou un vlog ou un documentaire, ce sera trois manières d'aborder les choses différemment finalement, avec un autre type de langage, une autre manière de proposer, de filmer peut-être les choses. Et donc, vous voyez qu'ici, on vient de prendre trois exemples encore une fois assez différents et qui viennent se compléter finalement avec ce qui va être abordé aujourd'hui, je l'espère en tout cas. Et je voyais que Monsieur Mercier levait la main, n'hésitez pas. Oui, non, c'était, bon, voilà, si vous voulez une troisième personne, pardon. Moi, c'est début de semaine, hein, je reçois des newsletters de Buildwise, hein, donc c'est un centre qui est spécialisé dans la construction, hein, puisque mon département forme des ingénieurs en construction, notamment. Et donc, c'est toujours, ils font beaucoup de capsules vidéo maintenant pour expliquer. Là, c'était une capsule sur la ventilation dans la rénovation des logements. Et c'est à double titre, c'est par curiosité personnelle et en plus pour voir s'il y avait des choses qui pouvaient être utiles pour un cours, quoi. Voilà. Bah super, encore une fois, un autre type d'exemple de vidéo parce qu'effectivement, comme on voit aujourd'hui au niveau des chiffres, on remarque que 65%, c'est ça qui était un peu dans le teasing annonciateur du webinaire, mais plus de 65% aujourd'hui des étudiants utilisent YouTube, en particulier pour apprendre, donc en regardant, en consultant des vidéos. On ne parle pas encore de TikTok. On ne parle pas encore d'autres réseaux sociaux qui finalement proposent d'autres types de vidéos qu'on appelle aujourd'hui les shorts. Les shorts, c'est des courtes vidéos, pardon, qui oscillent entre 30 secondes et 1 minute. C'est très rapide avec un scroll infini et c'est l'information qui vient à nous et plus nous qui allons vers l'information. Finalement, c'est les algorithmes qui se cachent derrière et qui vont proposer en permanence des vidéos en relation avec ce qui vient d'être vu précédemment si on est resté plus ou moins longtemps devant son écran. Donc voilà, ça, on va pas trop l'aborder aujourd'hui, cette question-là des shorts, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur finalement ce qu'on connaît, mais on va essayer de recatégoriser un peu tout ça et de voir quel type d'usage on peut en faire. Donc pour commencer, je vais vous proposer une première vidéo. Voilà, donc je vous passe le programme de webinaire, hein. Je viens d'en parler un petit peu, les différents types de vidéos, les caractéristiques d'une vidéo efficace, ce seront principalement les principes de meilleur que je vais illustrer ici. Vous verrez à la suite, je ne vais pas spoiler non plus. Et les usages alors pédagogiques de la vidéo, c'est la présentation d'une typologie qui a été élaborée par mon collègue Jonathan Rapp. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Jonathan Rapp et Christophe Laduron qui se sont penchés sur la question d'une typologie des usages pédagogiques de la vidéo qui serait utile alors dans le cadre de nos enseignements respectifs pour pouvoir se dire, tiens, j'utilise telle vidéo, mais pourquoi et comment ça peut aider pour faire telle chose. Donc voilà, ça, j'y reviendrai aussi à la suite. Mais rentrons directement dans le vif du sujet avec une première vidéo. Hop. Voilà, ici, c'est plus pour se mettre en jambes pour le week-end, hein, pour se préparer à la fête du samedi et du dimanche. Blague à part, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est un premier type de vidéo qu'on peut rencontrer finalement. Qu'est-ce qui fait que C'est Pas Sorcier a marché finalement aussi bien, selon vous, au sens large? C'est super bien expliqué et c'est très pédagogique en fait. Exactement, oui, c'est ça. Donc, il y a un ton qui est utilisé dans le cadre de ces productions vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'acting, hein. On voit Jamie et Fred qui communiquent par interphone. Voilà, on voit Fred qui fait sa petite action qui est très scénarisée parce qu'il n'y a jamais d'impro finalement derrière ça.
tout est vraiment scripté, on sait exactement vers où ils veulent aller parce que tout est, voilà, ils ont un prompteur potentiellement aussi pour dire ce qu'ils racontent. Il y a différentes caméras qui alternent les plans. Ici, on voit qu'ils ont carrément un hélicoptère pour filmer au-dessus du camion. Enfin, je veux dire, il y a toute une mise en scène qui accompagne cette émission. Ce qui fait qu'elle a marché aussi, c'est peut-être son format. Le format, c'est des vidéos d'une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Donc, c'est pas si long, c'est pas 1 heure et demie de vidéo qu'on doit regarder. Moi, ça évoque aussi un souvenir personnel. Hein. Enfin, je vais dire, l'utilisation pédagogique que faisait mon prof de sciences en secondaire de C'est pas sorcier, c'était pour aller se faire un café pendant les 26 minutes de l'épisode. Voilà, ça, c'était un usage pédagogique, quoi, finalement. Mais la vidéo en tant que telle pouvait servir à elle seule de moyen de compréhension pour les étudiants qui allaient la consulter. Maintenant, on l'exploitait plus ou moins avant ou après l'avoir visionné avec l'enseignant. C'est-à-dire qu'on revenait sur certains concepts, ça permettait d'illustrer un certain nombre de choses. Voilà, c'est un premier type de vidéo. Et en plus, il y avait un peu d'humour. Donc, du coup, il y avait vraiment le package complet. Hein. On parle notamment du fait que c'est important d'établir dans le cadre d'une vidéo pédagogique un style plutôt conversationnel et pas un style trop formel parce que ça permet d'avoir un lien un peu plus rapproché avec l'orateur qui se trouvera au sein de la vidéo. Donc, c'est important d'adopter un ton qui est plutôt sympathique sans trop l'être. Hein. Il faut jouer vraiment sur cette juste dose finalement d'humour et de conversation finalement avec les personnes qui participent à la vision de la vidéo. Ça, c'était un premier extrait. Un deuxième extrait. Alors, montrez-nous ça. Là, j'ai fait revenir mon foie gras, mes magrets. Les gésiers avant qu'on a déjà installés sur de la jolie salade. Ça va de soi, et puis de salade. Alors, vous allez nous disposer tout ça très bien. Disposer comme ça. Oh, c'est facile, hein, c'est pas... Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon, hein. Ça nourrit. Ça nourrit son homme, hein. Bien sûr. Voilà. Voilà. C'est pas difficile. Alors, un hein. étage de magret. Mais c'est pas difficile, hein. Très très mauvaise idée de vous présenter une vidéo culinaire à 17h15 un vendredi soir, je le répète, hein. Très très mauvaise idée. Néanmoins, voilà, l'émission La cuisine des mousquetaires de Maïté, pourquoi est-ce qu'elle a marché potentiellement aussi? Ben, c'est encore une fois même format, hein, une vingtaine de minutes, presque à l'heure du repas, on est proche des gens, il y a un ton humoristique, mais tout à la fois on a l'impression que Maïté est avec nous dans la cuisine finalement, qu'on a l'impression d'être un peu là. Il y a des moments de convivialité et en même temps on peut apprendre ce qu'est la cuisine, ou en tout cas sa cuisine. Hein. C'est quelque chose. Et donc, du coup, là, la visée plus pédagogique de cette vidéo-là, c'est qu'on peut apprendre une recette finalement en la suivant de manière conviviale. Et donc, c'est un aspect un peu plus engageant si on a une démarche de futur cuisinier finalement, en se disant, ben, moi, je n'y connais rien, mais Maïté me donne envie de pouvoir creuser la question. Donc, c'est un autre type de vidéo qui a existé en tout cas, encore une fois. Donc, fini les intros, passons maintenant aux définitions qu'on peut retirer de la littérature finalement. On en a retiré 2. La première, c'est qu'il s'agit d'une séquence vidéo généralement courte et scénarisée permettant de développer une idée, une notion ou un thème. Ça, c'est Mesiadi et Nadam qui le disent en 2014. Tandis que Lepage, en 2014 également, dit qu'une capsule vidéo pédagogique serait un clip vidéo qui permet à un apprenant d'accéder à une connaissance de façon multimédia. On peut y trouver des images, des diaporamas, une personne qui parle, des personnes qui agissent, du texte, etc. Pourquoi on identifie ces 2 définitions comme étant assez importantes? Parce que finalement, on se retrouve avec les mêmes idées. L'idée de séquence vidéo d'un côté et de clip vidéo de l'autre induit le fait que c'est des séquences qui sont assez courtes finalement. Une séquence, c'est assez court et donc on parle de 6 minutes maximum pour une vidéo pédagogique. Alors, je reviendrai sur ce concept des 6 minutes, comme quoi il ne faudrait pas excéder 6 minutes pour que les étudiants puissent retenir une information ou être engagés dans la compréhension d'un concept ou ce genre de choses. Donc, retenez bien cette idée que c'est une séquence, donc c'est assez court, un clip, voilà, qui est scénarisé. Donc, encore une fois, on n'est pas dans quelque chose de direct comme je suis en train de le faire ici. J'ai bien sûr une trame au niveau de ce que je dis oralement aujourd'hui, mais ça reste potentiellement un peu plus d'impro. Je n'ai pas un prompteur en face de moi qui va me dire ce que je dois dire exactement à la minute où je la dis. Voilà, quand je parle de scénarisation, ça veut dire que potentiellement, il y a un script derrière, qu'on a réfléchi au contenu et au concept qu'on veut aborder. Concept au singulier, en effet, parce que l'idée, c'est une vidéo
pour une idée, une notion, un concept. Ça ne sert à rien de faire une vidéo de 6 minutes pour présenter 10 concepts qui sont totalement différents l'un de l'autre. Là, on risque de perdre encore une fois les étudiants ou même, enfin, ou nous-mêmes finalement, hein. C'est comme si on nous demandait de résumer un film d'1 heure et demie, voilà, sous l'angle de tel ou tel concept. 1 heure et demie, c'est trop long. Et donc, on va plus s'attarder à la forme qu'au fond, au final. Voilà, tout dépend du film, encore une fois, vous allez me dire, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une capsule vidéo pédagogique se doit d'être courte, un sujet, une notion à aborder, et en tout cas, c'est ce qui est dit dans la définition ici, et qui doit comporter des éléments multimédia. Donc, si je faisais uniquement une vidéo en vous présentant la diapositive dont je suis en train de parler ici, ça n'aura pas vraiment de sens finalement, parce qu'il n'y a pas cet aspect vraiment multimédia, si ce n'est le fait de pousser sur play, d'attendre et de terminer la vidéo. Voilà. Différents types de capsules vidéo. Je vous présente un premier type, et là, on ne va pas s'attarder sur le fond, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, vous voyez, on va plutôt s'attarder à la forme que peuvent avoir les différents types de capsules vidéo pédagogiques, notamment un premier type qui s'appelle la narration illustrée. Nous avons déjà listé, dans le cadre du module 1, un certain nombre de méthodes de recherche courantes en sciences de l'éducation. Je ne vais pas vous présenter tout l'extrait, hein. C'est juste pour vous montrer que la narration illustrée, finalement, c'est un diaporama commenté, tout simplement. C'est le type de vidéo le plus simple à réaliser. Vous avez un ordinateur, vous avez un micro, vous avez réalisé un script de ce que vous alliez dire, et bien vous passez avec les flèches du clavier ou avec le clic de votre souris les différentes diapositives et vous apposez alors votre voix sur le diaporama. Vous enregistrez le diaporama et vous avez une vidéo. C'est ça, la narration illustrée. C'est vraiment le plus simple à réaliser. Hop, vous avez ensuite le screencast. Je vais lancer le screencast. Voilà. Là, c'est étonnant. Je pensais qu'il y avait du son, mais peu importe qu'il y ait du son ou qu'il n'y ait pas de son, en réalité, c'est simplement l'enregistrement de ce qui se passe sur votre écran. Donc là, vous réalisez une vidéo sur base de ce qui se passe uniquement sur votre écran. Imaginons que vous devez, dans le cadre de vos cours, utiliser un logiciel et que vous devez présenter des fonctionnalités de ce logiciel aux étudiants. Ce sera peut-être préférable d'utiliser un screencast plutôt qu'une narration illustrée. Parce que le screencast, vous voyez effectivement le déplacement de la souris, vous voyez là où elle va au sein du programme sans avoir besoin d'en faire des diapositives et de commenter également ces diapositives. Donc là, c'est super simple à réaliser. Encore une fois, vous avez maintenant la possibilité de le faire avec presque n'importe quel système, avec des programmes intégrés directement à la machine, ou vous avez des systèmes en ligne, ou vous avez des logiciels qui permettent de le faire également. Donc voilà pour le screencast. Un troisième type, qui est un peu plus complexe, c'est le Me, Myself and Board. Pour cela, on peut s'intéresser à 3 caractéristiques différentes. La forme de leur partie sécrétrice, les produits qu'elles sécrètent ou leur mode de sécrétion. Si l'on considère d'abord la forme de leur... Là, ici, vous voyez que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un fond vert dans son salon, hein. Pour réaliser ce genre de capsule vidéo-là, il est nécessaire d'avoir un peu plus de matériel finalement, même si comme on en parlait hier, il est possible d'émuler des fonds verts avec les nouvelles intelligences artificielles qui permettent à un moment donné de pouvoir faire ce genre de choses directement de chez nous. Mais c'est un peu plus technique. Si vous arrivez dans des espaces munis de fonds verts et de caméras qui permettent de faire différents plans, comme on vient de le voir ici, eh bien, vous aurez ce genre de résultat-là. C'est-à-dire qu'ici, en plus, madame a un prompteur, ça se voit un petit peu, hein, on voit les yeux qui bougent un peu de gauche à droite.
parce qu'elle lit effectivement ce qu'elle va dire oralement. Donc, présence d'un fond vert, présence de certaines techniques au niveau de l'éclairage, au niveau du micro, au niveau des caméras, au niveau du fond vert. Donc là, c'est un peu plus complexe à mettre en place. Mais on retrouve ce genre de vidéo typiquement dans les MOOC. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les MOOC, mais c'est Massive Open Online Courses. Donc, c'est les grands cours à destination de X cohortes de centaines de milliers d'étudiants. Et on utilise ce genre de vidéo-là parce que ça apporte un côté un peu plus dynamique au face caméra finalement avec une présentation classique type PowerPoint. Donc voilà pour un autre type de vidéo. Nous avons le documentaire. Je mets juste un extrait. Le purgatoire. Dis donc Meryl, toi qui as exploré les deux versants, tu nous conseilles quoi comme destination? Bon, disons le paradis. La vie n'est pas parfaite. Donc voilà, le documentaire, vous l'aurez compris, si vous décidez de mettre en place ce genre de vidéo, ben, ça va être encore plus compliqué parce que ça va mêler différentes ressources, qu'elles soient audio, qu'elles soient vidéo, qu'elles soient de scénarisation finalement pour montrer par exemple une personne qui marche dans la rue, ben, vous allez imaginer son trajet, vous allez imaginer ce qu'elle va dire et vous allez imaginer tout le côté technique aussi qu'il y a derrière avec toute la recherche qu'il peut y avoir. C'est un format qui est notamment plus long, on voit rarement des documentaires de 6 minutes, soyons bien clairs, et donc c'est un autre type de capsule vidéo qui existe. Et bien souvent, en tout cas pour ma part, c'était celui qui était le plus utilisé finalement dans le cadre des cours. On prenait un documentaire qu'on séparait en plusieurs séquences et on regardait alors telle séquence en regard de la matière qui allait être abordée en classe. Mais plus à des visées illustratives qu'à des fins de compréhension finalement d'un concept. Alors on a l'interview. D'innovation, réfléchir à ces termes d'innovation pédagogique. J'ai envie de vous demander ce que ça représente pour vous l'innovation, notamment dans le champ de la formation et dans le champ de pédagogie. Donc voilà, pas besoin de s'attarder non plus sur l'interview. Je pense que vous savez toutes et tous ce que c'est. On demande parfois aux étudiants de réaliser des interviews et pour avoir un côté un peu plus dynamique, eh ben, on demande d'avoir plusieurs caméras et de filmer exactement la même chose mais avec des angles de vue différents pour pouvoir alterner ces angles de vue et apporter un côté voilà, plus dynamique à la vidéo plutôt que d'avoir un côté statique comme ça où on voit les deux personnes de visu. Ben, parfois, on peut alterner les plans. Alors, on a l'expérience, qui est encore un autre type de capsule. Doit être mis en avant du pied avec la jambe tendue comme ceci. Le patient ne doit pas ressentir de douleur au niveau antérieur ici de la cheville, mais simplement une tension ici dans le mollet. Autre position, donc genou fléchi. Donc là, c'est le pied gauche. Donc voilà, en fait, ce type de capsule vidéo pédagogique permet de visualiser une consigne, un mode opératoire, de visualiser un geste plus technique finalement. Donc si on doit réaliser une opération ou ce genre de choses, on va préférer alors ce type de capsule vidéo qui s'appelle l'expérience. Voilà, on a utilisé par exemple l'expérience avec un autre angle de vue pour faire toutes les campagnes de prévention lors de la période Covid pour savoir comment se laver les mains, où on avait une vue qui était au-dessus des mains et on montrait alors la manière de bien se laver les mains pour enlever les potentielles bactéries et tout ça, tout ça. Sinon, on a la captation écologique. Alors, la captation écologique, c'est ceci. Alors, la captation écologique, c'est quoi? Vous imaginez simplement une caméra de surveillance. Voilà, c'est ça. On ne va pas agir sur le scénario de ce qu'il va se passer en face de cette caméra. On va juste placer une caméra à un endroit stratégique pour rendre compte d'une situation qui est réelle. Donc, pas scénarisée, pas que ce soit, avec le même angle de vue tout au long de la vidéo. Alors, cette vidéo-là, par exemple, elle est utilisée dans le cadre de la formation des futurs maîtres nageurs. Et ce qui se passe, je ne vais pas passer toute la vidéo, mais on vient d'entendre l'alarme ici. Ça signifie qu'il va y avoir la vague qui passe dans la piscine. Et lorsque la vague passe, on voit un enfant qui tombe de sa bouée. Donc, elle est utilisée à des fins pédagogiques pour demander aux étudiants alors d'arrêter la vidéo quand ils remarquent quelque chose.
Donc voilà, encore une fois, une autre utilisation de la vidéo. À quoi peut servir la captation écologique? Ce genre de choses, par exemple. Donc là, on ne va agir sur rien, si ce n'est placer une caméra et observer ce qui se passe. Donc là, on peut imaginer des étudiants, futurs enseignants en stage, ils vont placer une caméra dans la classe, à l'arrière de la classe, et ils vont filmer alors ce qui se passe, par exemple. Et on leur demandera alors de regarder plutôt les comportements des élèves à un moment donné par rapport à telle ou telle consigne pour savoir se dire, ah ben là j'ai dit telle chose, ça a suscité telle ou telle réaction. Eh ben, on va utiliser alors la captation écologique pour ça. Hop. Et puis nous avons la vidéo fiction. La vidéo fiction, c'est un peu plus récent. Les autres types de vidéos ont été relatés au travers de différentes études. C'est pour ça que je vous les présentais ici. Je ne les ai pas forcément cités, mais vous les aurez dans les références. Et ici, donc mon collègue Jonathan et mon autre ancien collègue finalement Christophe ont pu identifier un autre type de capsule qui s'identifie à la vidéo fiction. Alors c'est quoi? C'est ceci. Je vais avancer un petit peu. Le fameux stade oral qui se joue les 5 premières années de la vie, c'est effectivement du Freud tout craché. En effet, entre 0 et 1 an, le bébé porte tout à sa bouche. Donc ici, on illustre un concept à l'aide d'un dessin animé. Donc avec un accent très particulier, avec une mise en scène particulière, donc c'est encore plus compliqué. On va faire appel à un dessinateur qui va mettre en lumière, en musique finalement toutes nos envies, tout ce dont on pense par rapport au sujet. Et alors il va y avoir un acteur qui va prêter sa voix pour dire alors oralement tout ce qu'on aura envie de faire. Mais là c'est effectivement plus compliqué aussi à mettre en place dans le cadre de nos classes. Et puis on a le vlog. Qu'on voit de plus en plus, finalement, des personnes qui relatent des chroniques par rapport à tel concept ou des vidéos. Voilà, vous êtes allé voir un film, vous voulez le raconter à la communauté des réseaux sociaux, vous allez utiliser le format vlog, finalement, qui mélange tout un tas de types de vidéos différentes. C'est-à-dire qu'on peut autant avoir de la narration illustrée que du screencast, que une partie documentaire au sein du vlog. Je vais vous montrer. Et comment susciter chez eux l'envie de mobiliser leur attention sur une tâche. Et pour cela, côté élève, il est nécessaire de s'entraîner à l'attention, s'entraîner à être impliqué. Il faut en fait s'entraîner pour apprendre à résister à l'attraction des parasites de l'attention. Ouais, je répète ça, s'entraîner. Vous voyez, c'est principalement du face caméra, mais où on alterne alors des images d'illustration ou des vidéos d'illustration pour parler de tel ou tel concept ou de tout autre sujet. Donc, c'est pas forcément à des visées pédagogiques, finalement, le vlog en tant que tel, mais ça pourrait l'être. Il existe d'autres types de vidéos que je n'évoquerai pas ici sous forme d'exemple, mais sachez qu'il existe également le stop motion. Donc, ça veut dire que vous prenez une photo d'un mouvement, un autre mouvement, vous reprenez une photo, etc., etc. Vous faites la compilation de ces photos et vous obtenez alors une image un peu saccadée, mais qui montre un mouvement. C'est ça un peu le stop motion. Le walking selfie, c'est simplement des personnes qui vont prendre un long manche finalement pour se prendre en vidéo alors qu'ils marchent dans la rue et qu'ils vont expliquer alors tel ou tel concept ou alors simplement parler de leur vie. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup. Le Draw My Life, c'est simplement une caméra qui est fixée au-dessus d'une table par laquelle les personnes vont dessiner finalement pour expliquer tel ou tel concept ou leur propre vie, finalement. C'est encore un autre type de vidéo. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Le point of view, je vais juste vous montrer un exemple après. Sinon, il y a la vidéo interactive. On a vu dernièrement, c'était Netflix qui proposait ça, tout un film interactif où vous avez le choix. Vous cliquez sur telle ou telle décision, il se passera ça ou cela dans la vidéo, au fur et à mesure du scénario finalement qui avance. Donc c'est assez bluffant, ça peut être intéressant aussi dans le cadre de certains cours. Vous arrivez dans une salle, dans une chambre, vous êtes futur infirmier, vous devez trouver tel élément, vers où allez-vous, à gauche, à droite, quelle étagère, etc. Ça peut être utile pour ce genre de choses. Alors, je vais vous montrer juste le point of view après. Donc ça, je le disais, c'est courant que certaines vidéos mélangent les types de vidéos. Est-ce qu'il en existe un meilleur qu'un autre? Ça dépend encore une fois du contexte. Est-ce qu'on va montrer Titanic vers des futurs étudiants maîtres nageurs? Je sais pas si ça vaudrait beaucoup la peine. Ça dépend donc du contexte. Est-ce que c'est une manipulation à montrer? Est-ce que c'est l'interface d'un logiciel? Est-ce que c'est pour parler d'un concept? Est-ce qu'on va faire parler les étudiants au travers d'une vidéo? Voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas, le point of view, ça peut ressembler à ceci.
En fait, c'est comme si on avait une caméra type GoPro qui serait fixée sur notre torse finalement et qui nous donnerait la possibilité de filmer directement ce qu'on verrait au travers de nos yeux. Donc, je vais vous montrer. Sachant qu'ici, il y a de la technique. Hein. Vous aurez bien remarqué que tous les effets qui se trament devant le miroir, il n'a pas encore une caméra intégrée directement dans ses yeux, hein, le monsieur. Mais en tout cas, c'est le principe ici, du point of view. Nous arrivons donc maintenant sur les caractéristiques d'une vidéo qui serait efficace. Alors, j'entends quoi par là? On va faire un exercice ensemble, pas besoin de remplir la grille que je vous propose. C'est simplement les critères qu'il faut avoir en tête pour pouvoir analyser finalement les vidéos que je vais vous montrer, des extraits des vidéos. À savoir que je vais vous demander de concentrer votre attention sur comment le texte est utilisé à l'écran, comment les images sont utilisées également, quelle est la prise de vue qui sera utilisée dans le cadre de la vidéo, comment est le son, ce qu'on entend, et s'il y a autre chose finalement que vous souhaiteriez mettre en évidence pour vous dire que cette vidéo-là serait plus efficace qu'une autre, plus qualitative qu'une autre. Je dis bien sur le plan de la forme, hein, pas sur le plan du fond ici, parce qu'on ne va pas s'attarder sur le sujet, on s'attarde vraiment sur la forme de la vidéo. Qu'est-ce qui ferait, entre guillemets, et retenez juste ça comme question, qu'est-ce qui se ferait qu'elle serait ou non efficace, cette vidéo? Donc, je lance le premier extrait. Est-ce que les consignes sont claires d'ailleurs? Parce que je veux m'assurer quand même que ce soit bien clair pour tout le monde. Oui, super. Oui, très bien. Super. Alors, je lance la vidéo. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir la nostalgie de l'époque de vos études? Oui, mais malheureusement, vous n'avez pas le temps de retourner sur les bancs de la fac. Il existe peut-être une solution, les MOOC, pour Massive Open Online Courses. Depuis 2012, les plus prestigieux établissements de la planète organisent sur Internet des cours gratuits et ouverts à tous. De la sociologie à la poésie en passant par la physique quantique ou les mathématiques. Il y a de tout. Ce ne sont pas de simples vidéos postées en ligne, mais bien de véritables formations interactives et adaptées à la pédagogie du web. Alors, pour voir, vous vous inscrivez à un MOOC, de management par exemple. Après une semaine de cours, le prof vous annonce que vous êtes 50 000 à suivre la formation. 50 000, vraiment? Pourtant, sur les forums de discussion, il n'y a pas plus d'une centaine de personnes actives. Cet écart mérite d'être étudié. Et c'est là que commence mon travail de thèse. Est-ce que cette vidéo est efficace? Allez-y, hein, on peut échanger, on n'est pas beaucoup, pas besoin de lever la main, allez-y. Bah, moi, je trouve que l'orateur est plutôt. Il parle clairement. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres choses dans la vidéo. Enfin, le truc sur le côté, en fait, personnellement, je sais pas si c'est par habitude, mais ça m'intéresse pas forcément parce que il se passe c'est que lui qui parle. En fait, du coup, il n'y a pas énormément de trucs qui parasitent et du coup, j'ai l'impression que son discours est très clair et qu'on peut se concentrer sur ce qu'il dit. Ouais. Oui, super. Je vous écoute, hein. Je laisse d'abord tout le monde prendre la parole. Oui, c'est ça. Mon point de vue, c'est vrai qu'on se concentre vraiment sur la personne, en fait. Parce que tout le reste ne bouge pas, rien. Donc, c'est vraiment sur sa voix et sa gestuelle, quoi. Oui, ok. Je vois dans le chat, il a bien ciblé la raison de sa vidéo. Après, d'un point de vue... je sais pas si c'est déjà là, ça dont on parle, mais d'un point de vue utilité, c'est limite la même chose qu'un cours ex cathedra, quoi. C'est un prof qui parle et il se passe rien d'autre. Donc, en termes de... Je sais pas, en termes d'attention, c'est juste que c'est prendre en cours, mais je sais pas si c'est du coup... On profite vraiment de la vidéo parce que techniquement, c'est difficile à faire, alors que... c'est l'avantage, c'est que peut-être qu'il n'est pas face aux étudiants et que ça peut circuler, mais en termes d'utilité, c'est vraiment, pour moi, c'est classiquement quelqu'un qui parle explique quelque chose, donc je trouve pas ça très... Ouais, est-ce que ça a une plus-value potentielle par rapport à ce qu'on aurait dit en classe avec une présentation classique?
En fait, c'est un peu ça. Ouais. C'est ça. En fait, je vous donne juste le contexte. Si vous ne l'avez pas bien vu au début de la vidéo, c'est dans le cadre de ma thèse en 180 secondes. Donc, c'est un exercice qui est super, super difficile. Moi, je ne suis pas encore passé par là, mais je redouterais le fait d'y passer, même si ça doit être très passionnant. C'est-à-dire que c'est déjà pré-scénarisé pour correspondre au contexte. Et donc, de ce fait-là, on ne peut pas avoir un langage très conversationnel, finalement, comme on pourrait s'y attendre dans le cadre d'une capsule vidéo pédagogique. Donc, si on veut regarder cette vidéo dans le cadre d'une utilisation pédagogique en classe, eh bien, le ton, même s'il peut correspondre à un certain nombre, n'est pas forcément le plus judicieux à avoir pour pouvoir aborder ce genre de sujet, par exemple. Alors, d'autres remarques, c'est au niveau simplement, et je suis désolé pour le monsieur, parce que en plus je ne le connais pas, et à chaque fois je dis la même chose, et c'est chaque fois ce qui ressort au niveau des commentaires que les participants formulent, au niveau bêtement du style vestimentaire des personnes qui vont pouvoir faire une vidéo. Eh bien, beaucoup de personnes disaient « Oh, c'est quand même dommage, il aurait pu repasser sa chemise ». Alors, je vous dis ça, c'est très, très bête. Mais si une personne se dit ça, ça veut dire qu'elle a concentré son attention sur le fait que notre pauvre monsieur ici n'avait peut-être pas repassé sa chemise correctement ou soit peu importe. Et donc, on focalise l'attention sur autre chose que le sujet propre de la vidéo. Et donc, réfléchir aussi en amont à ce genre de questions-là, c'est super aussi important. Au niveau du plan qu'on va adopter, ici, moi, je suis face caméra. Vous voyez pas ce qui se passe en bas. Je vous promets, je ne suis pas en slip, je vous promets, je ne cache rien du tout. Néanmoins, c'est un choix de ma part de pouvoir le faire comme ça. C'est plus confortable, mais j'aurais très bien pu imaginer de le faire debout, par exemple. Ça, c'est une autre caractéristique. L'autre caractéristique qui fait que ce n'est pas forcément super efficace au regard des principes que je vais vous illustrer tout à l'heure, c'est qu'on a toutes les informations déjà d'un bloc sur l'arrière des DIA. On sait que ça va être Massive Open Online Courses, les MOOC, mais si on avait plutôt opté pour le fait de faire apparaître au fur et à mesure les éléments, vous voyez, pour faire apparaître en filigrane finalement le côté MOOC et comprendre qu'on est bien dans ce sujet-là. Le problème, c'est qu'on a déjà tout d'un coup. On a les illustrations, on a les termes qui sont relatés, et en plus, on a l'oral. Donc, ça fait beaucoup trop d'informations. Et l'autre problème, finalement, c'est au niveau de l'adéquation des symboles et des illustrations par rapport aux mots utilisés. C'est-à-dire que open ici, qu'est-ce que vous entendez par open en regard des petits bonhommes que vous voyez sur le côté? Qu'est-ce que ça vous dit quoi, vous? Moi, je ne les ai pas du tout associés. Ok. Mais parce qu'en effet, moi, en écoutant ce qu'il disait, je me suis dit, ah, du coup, ça veut dire gratuit, mais parce qu'il l'a dit dans son. Mais j'avoue que je suis d'accord. Enfin, là, je n'arrive pas à trop les associer aux petits bonhommes. Voilà, en tout cas, pour le même choix de ces bonhommes-là, il peut y avoir X significations différentes, encore une fois. C'est-à-dire que ici, les petits bonhommes, c'est les petits pingouins de Linux. Donc, on peut avoir l'idée d'open source, voilà, ça peut signifier ça, mais en même temps, si on n'a pas cette connaissance de ce qu'est Linux, on pourrait très bien se dire, ah bah oui, on a un clown, on a un pêcheur, on a, je ne sais pas trop, il y a un surfeur ici, on a un samouraï, donc c'est open, c'est diversifié, on va avoir tous les profils qui pourront rejoindre finalement les MOOC. Vous voyez, donc pour le même symbole, on peut avoir différentes visions et différentes représentations de ce que ça signifie. Et c'est là où se trouve potentiellement le problème de certaines vidéos, c'est que parfois il n'y a pas d'adéquation. Alors on perd les personnes qui vont visionner la vidéo parce que c'est pas clair. Vous voyez, il y a des problèmes culturels aussi qui vont jouer, ou la manière dont on va considérer les choses, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Et donc, ce sont des éléments pour lesquels il est nécessaire parfois de se poser la question, de se dire, est-ce que ça correspondra au plus grand nombre ou est-ce qu'il vaut mieux que je ne le mette pas? Voilà, ça c'est le genre de questions qu'il faut aussi se poser dans le cadre d'une élaboration de vidéos pédagogiques. Donc voilà pour le premier exemple, je vais vous montrer un deuxième. Hop. Bonjour à tous. Cette capsule est la première d'une série de 4, dans lesquelles je ferai une synthèse d'une récente recherche qui a eu un impact important dans le milieu de l'éducation. L'apprentissage visible
C'est une méga-analyse dont les recherches ont été menées par John Hattie, chercheur australien, sur une période de 15 ans et sur un échantillonnage assez impressionnant. C'est d'ailleurs ce qui en fait une analyse très crédible. Elle présente un classement de facteurs selon leur impact sur l'apprentissage et sur la réussite des élèves. Hattie le précise, il n'y a pas de recette miracle à l'apprentissage et à la réussite. Par contre, on sait que certaines pratiques fonctionnent. On sait aussi que d'autres ne fonctionnent pas ou fonctionnent peu. Mettons donc l'accent sur celles qui fonctionnent. Mais quels sont ces éléments ou ces pratiques qui ont réellement un impact sur la réussite de l'élève? Eh bien, les voici. En 10e position, la rétroaction continue. En 9e position, l'enseignement réciproque. Ça pique un peu quand même, hein. Enfin, j'ai envie de dire, c'est très bien de pouvoir montrer qu'on maîtrise toutes les fonctionnalités d'un logiciel de présentation pour faire tourner les images dans tous les sens et de pouvoir injecter parfois du son, ce genre de choses. Mais parfois, trop, c'est trop. Et il vaut mieux se concentrer sur un type d'animation qui va être récurrent au sein de la vidéo. Parce qu'encore une fois, c'est trop d'informations. C'est peut-être trop rapide aussi au niveau de l'apparition à l'écran. C'est parfois pas adéquat non plus au niveau des représentations. Ici, je prends les images des mignons, mais je comprends à un moment donné qu'on utilise un mignon pour questionner, genre on lève la main, oui, ça, je comprends. Maintenant, prédire, je comprends pas trop pourquoi on a mis ces mignons-là pour associer la prédiction à ceci. Alors, un participant à cette formation m'avait dit il y a déjà quelques mois, cette vidéo, elle est super si on ferme les yeux. Et effectivement, si on faisait le test de réécouter cette vidéo-là sans la vidéo en tant que telle, eh bien, c'est beaucoup plus efficace. Donc, parfois, pour mettre en image certains concepts, c'est pas forcément nécessaire d'utiliser une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ici? J'ai parlé finalement à votre place, vous avez peut-être d'autres choses à dire, mais à tout le moins, c'est les questions aussi à se poser pour réaliser une vidéo qui serait plus efficace, quoi. Ici, on a un fond bleu sur bleu. Il faut réfléchir aussi aux couleurs. Ça ne se voit pas forcément de la même manière sur tous les moniteurs ou sur tous les supports qui vont être utilisés pour visionner cette vidéo. Donc, les caractéristiques techniques de la vidéo, il faut y penser également. Voilà pour le deuxième exemple. Et alors, le troisième exemple. Vous aurez compris que j'ai pris des vidéos un peu extrêmes hein, pour forcer le trait, pour bien illustrer ces différents concepts. Elles ne sont pas toutes comme ça. Donc ici, potentiellement, ce serait une vidéo qui respecterait davantage les principes qui sont formulés par Richard Meyer que je vais vous présenter après. Vous êtes déjà enregistré. Vous ne le saviez pas ? Nombreux sont les étudiants qui viennent en cours avec leur enregistreur et qui partagent ensuite ce contenu avec leurs condisciples. Le résultat ? Vous voyez que même s'il s'agit d'une articulation... Pas génial, hein ? Avec le podcasting, vous avez la possibilité de prendre le contrôle sur les enregistrements et de fournir à vos étudiants des supports de bonne qualité au format audio-diaporama, la surface de réabsorption des molécules utiles et ou audio-vidéo. Qui n'ont jamais fait l'objet d'une projection en termes de racialisation. Ces enregistrements offrent à vos étudiants un support complémentaire à votre syllabus, votre diaporama ou vos autres ressources. Ils leur permettent de compléter leurs notes prises en cours, de revoir certaines séquences pour préparer les examens ou de rattraper un cours manqué. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? Toujours sur la forme, hein, encore une fois. Je dirais par rapport à la précédente, déjà c'est un style un peu plus épuré pour les yeux, etc. Mais c'est vrai que ça demande moins de concentration parce que je trouve la vidéo correspond assez bien à ce que dit la personne. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt clair. Disons qu'ici, effectivement, au niveau de l'agencement des symboles utilisés, ça soutient en direct le discours qui est formulé. Voilà. Donc, on associe une image au discours oral. Donc, ça vient compléter la compréhension qu'on aurait du sujet, ce qui n'était pas forcément le cas dans les autres vidéos. Ici, utiliser des pictogrammes fait que les pictogrammes,
ça parle au plus grand nombre. Les mignons, ça parle pas forcément au plus grand nombre. Donc, le fait d'utiliser des images de ce type-ci fait que ça facilite la compréhension et l'approche de compréhension d'un sujet. Alors, il y a des animations, mais les animations ne viennent pas plomber le discours non plus. Si on parle de plusieurs documents, on voit plusieurs documents qui arrivent au sein de la vidéo. Donc, encore une fois, c'est dans l'optique d'appuyer. Quand ils disent, à un moment donné, je ne sais plus comment ils disent exactement, mais que l'enregistrement que font les étudiants d'un cours et qu'ils le renvoient après à leurs autres étudiants n'est pas forcément bon en termes de qualité, eh ben, on nous donne l'exemple auditif de ce que pourrait être la qualité d'un enregistrement. Et donc, ça parle aussi sans avoir besoin de le prononcer. On fait juste écouter un extrait d'un enregistrement médiocre. Donc là, ça vient encore une fois accentuer et ça permet de mieux comprendre encore une fois ce qui est dit oralement. Voilà, donc je continue pour arriver du coup aux principes de Meyer qui sont toujours valables aujourd'hui, même s'ils datent de 2008, soyons bien clairs. On peut penser à d'autres éléments, ce serait potentiellement l'objet d'une recherche, ce serait intéressant. Mais ici, je vais juste vous les présenter. À savoir que le premier principe, c'est le principe de multimédia. L'idée selon laquelle c'est intéressant et important de combiner les mots et les images, où c'est plus efficace que les mots seuls. Donc, c'est ça le principe du multimédia. Donc, images et mots. N'hésitez pas, s'il y a des questions, je passe un petit peu en revue les différents points pour garder ça en tête lorsque vous serez amené à soit créer une vidéo, soit trouver un extrait sur YouTube et que vous vous direz alors maintenant je ne vais pas m'attarder trop sur le fond au départ, mais d'abord sur la forme, eh ben, vous devriez avoir ça en tête pour pouvoir opter sur des bons choix, entre guillemets, selon les principes de Meyer. Donc le deuxième principe, c'est celui de modalité, où il serait préférable de faire de l'oral par rapport à l'écrit, préférer l'animation visuelle à l'écrit. Donc quand la personne disait tout à l'heure je parle de plusieurs documents, eh bien, on ne va pas écrire plusieurs documents, on va faire apparaître ces documents sous forme de pictogrammes. C'est ça le principe de modalité. On va préférer l'oral à l'écrit et on préfère l'animation visuelle à l'écrit également. Le principe de cohérence, on va supprimer les informations qui sont non essentielles, un minimum de contenu pour un maximum de sens. Encore une fois, ce n'était pas essentiel de mettre open avec une planète et de dire open en plus. D'accord, c'est pas essentiel d'avoir toutes ces informations-là non plus. Principe de signalement, c'est le fait de pouvoir mettre en relief les informations. Donc, si je reprends l'exemple du MOOC, eh bien, le MOOC, c'est massive, faire apparaître massive, d'accord, et puis online, open, Corsi. Ce n'est pas tout d'un bloc, c'est le principe de signalement. Principe de redondance, on va essayer d'éviter le trop plat. On ne va pas mettre de l'oral, plus de l'animation, plus du texte. C'est le même principe, encore une fois. On va préférer deux modalités au contenu commun. Et donc, ça rejoint finalement le principe de modalité. Les deux modalités, c'est qu'on va préférer l'oral à l'écrit, l'animation visuelle à l'écrit, et on va uniquement se fixer sur ces deux-là. On ne va pas ajouter un troisième. Principe de contiguïté spatiale, c'est tout simplement le fait de pouvoir rapprocher géographiquement les informations associées. Si on parle d'une personne, on va y inscrire son nom en dessous de l'image de cette personne. Vous voyez, on ne va pas la mettre en bas à droite alors que l'illustration est en haut à gauche. Ça, c'est le principe de contiguïté spatiale. Ça rejoint le principe de contiguïté temporelle. Lorsqu'on parlera de cette personne, cette personne-là apparaîtra à l'écran à ce moment-là et pas 10 secondes plus tard. Sinon, on ne respecte pas alors le principe de contiguïté temporelle. Principe de segmentation, c'est l'idée selon laquelle c'est essentiel de séquencer le contenu. D'abord, je vais vous parler de ceci, et puis je vais vous parler de cela, et pas commencer le discours sans amorcer quoi que ce soit. Et le principe, l'avant-dernier point, c'est le principe de pré-entraînement. Donc, ce serait l'idée selon laquelle, quand vous débutez votre vidéo, eh bien, vous amorcez le contenu qui sera évoqué dans la vidéo. Aujourd'hui, bonjour, je vais vous parler de ça. Et le principe de pré-entraînement fait que, on va me parler de ça, moi je connais déjà ça sur le sujet. Et on va tendre à confirmer ou affirmer ce qu'on connaissait ou pas du sujet au départ. C'est ça le principe de pré-entraînement. Et enfin, le principe de personnalisation, c'est ce que je disais au début de ce webinaire, c'est le fait de pouvoir utiliser un style plus conversationnel, moins formel, moins froid, ce qui fait qu'on a un sentiment de proximité avec l'orateur finalement, un peu plus que dans un langage très formel et très froid finalement.
Alors, il y a deux autres principes que je n'évoque pas ici, mais qui peuvent être pris en considération à l'heure actuelle. C'est le principe, je vais juste reprendre mes notes, c'est le principe de la voix, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Le principe de la voix et le principe de l'image. Le principe de la voix, c'est d'utiliser sa propre voix et pas une voix robotique. C'est marrant parce qu'on a eu un problème de cyborg au début de ce webinaire, mais effectivement, le fait d'avoir une voix non humaine fait que on s'accrochera moins à la vidéo aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est possible de faire des synthèses de notre voix via l'intelligence artificielle, des clones de notre voix. C'est assez bluffant, mais ça reste quand même. On sent que c'est un robot quand même, quoi. C'est pas encore super naturel. Et donc, il est préférable, selon les principes de Meyer, qui, je rappelle, date de 2008, de ne pas forcément utiliser cette voix robotique. Et le principe de l'image, c'est le fait de se montrer ou non à l'écran. Soit on agit en tant que voix off, soit on se montre au sein de l'écran, comme l'a fait le monsieur pour le MOOC. Alors, c'est un choix, mais le fait de se montrer au niveau des études qui ont été réalisées fait qu'on a aussi ce sentiment de proximité avec l'orateur, un peu plus que si on était absent de l'image. Voilà. Et après, c'est pas essentiel de se montrer tout le temps non plus au sein de la vidéo, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être une simple vignette, ça peut apparaître au changement de chapitre, ce genre de choses aussi. Donc voilà pour les 10 principes que j'ai repris de Meyer. Hop là. Et je vous parlais alors des 6 minutes maximum. Donc c'est une étude qui a été menée par Guo et Robin, si je n'estropie pas leur nom. Et en réalité, c'est une conclusion qui est basée sur plus de 6 ou 7 millions de visionnages vidéo dans le cadre de MOOC, où ils ont pu analyser le fait que les étudiants soit arrêtent la vidéo après 6 minutes, soit après avoir posé des questions aux étudiants eux-mêmes en se disant vous êtes arrêté après combien de temps, pourquoi? Parce que je retenais plus, parce que je comprenais plus, parce que, etc. En fait, c'est le taux de rétention qui est beaucoup moins élevé après 6 minutes. Et c'est pour ça qu'on dit que ces vidéos ne devraient pas excéder ce temps-là. Parce qu'il y a une perte de retenue de l'information, finalement, par rapport à ça. Maintenant, c'est une notion, encore une fois, à pragmatiser. Si vous avez un concept qui prend 7 minutes à expliquer au lieu de 6, c'est pas grave, quoi. C'est vraiment au niveau théorique ce qu'en dit la recherche aujourd'hui. Hop. Avant de passer au script, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Tout va bien? Alors super, je continue. Super. Le script, je vais parler de ses fonctions. Le script, c'est le squelette de la capsule vidéo finalement. C'est ce qui va pouvoir faciliter la réalisation de notre propre vidéo. Donc on va tout y intégrer. Le nombre de plans, ce qu'on va y dire, les couleurs utilisées, les symboles utilisés, quand est-ce qu'ils vont apparaître, les couleurs, etc., etc. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de la capsule au sein du même document. Et ça permet aussi d'être communiqué à une personne, à un tiers. Vous n'avez pas des compétences d'acting, vous souhaitez avoir un acteur qui dirait votre discours, eh bien, vous pourriez lui donner votre script. Il n'aurait qu'à le suivre et de cette manière-là, c'est très clair pour tout le monde. Si vous n'avez pas de compétences informatiques pour réaliser une vidéo, vous pourriez très bien utiliser le script pour dire à cet endroit-là, je veux qu'il y ait une transition entre telle image et telle autre, ou la faire apparaître de manière une telle ou une telle. Ça permet de préparer le texte qui sera enregistré, donc assurer sa pertinence, sa cohérence, sa fluidité. Ça permet d'éviter les E, si, vous voyez ce que je veux dire, hein. Si on a le texte en face de nous, c'est plus facile de le lire sur un prompteur quand on a déjà testé l'histoire, parce que ça peut être très compliqué d'utiliser un prompteur, ça paraît pas naturel du tout au départ. Et voilà, donc il faut faire des tests, répéter, 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 jusqu'au moment où on est content de son enregistrement. Et ça permet surtout aussi de préparer les images, l'audiovisuel, et ça ressemble à ça, finalement. C'est une proposition d'un storyboard, un script. Le storyboard, finalement, qui comprend le script et les différents plans. Donc, si vous voyez ici, je me concentre sur la première colonne au niveau des plans. Je vais aller sur le numéro 1, donc le premier plan. On doit dire oralement, cette vidéo consiste en un résumé des principes formulés par Richard Meyer. Richard Meyer est en rouge, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand on le dira oralement, on veut voir apparaître la photo de Meyer à gauche. Vous voyez la logique? Pour l'élaboration de ressources multimédia.
Et là, je dois faire une pause oralement. Quand je dis ressources multimédia, apparition picto multimédia en bleu à droite. Donc, ça peut aller très, très loin, hein, l'élaboration d'un script. Ça peut être très lent, très chronophage, mais je vais quand même vous montrer un petit truc. Hops. Vous n'êtes pas sans savoir que ChatGPT et consorts existent depuis maintenant quelques temps. Donc, si vous souhaitez faire, je vais aller sur Copilot parce que c'est la licence ici institutionnelle de l'ULiège. Vous pouvez très bien demander à ce genre de système de générer un script pour vous, comprenant ces différents points. Donc, je ne vais pas faire la démo en direct, je vais plutôt vous montrer ce que j'avais fait ici, dans ce cadre-là, voilà. Je vais demander exactement la même chose, hein. Je vais demander de réaliser un script vidéo qui prendrait en considération alors les principes de Meyer. Et en lui disant, la vidéo doit faire 6 minutes. Eh bien, voici ce qu'il m'a sorti. Plutôt que d'avoir travaillé pendant une journée sur mon script, je pars d'une pièce à casser. Et donc là, je peux lire les principes de Meyer pour une apparition multimédia. Ça, c'est mon titre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les principes de Meyer, des règles essentielles pour créer des contenus pédagogiques multimédia efficaces. Ces principes, développés par Richard Meyer, sont basés sur la manière dont notre cerveau traite l'information. Allons-y. J'aurais peut-être supprimé le allons-y, vous voyez. Mais à tout le moins, ça me fait une bonne base pour savoir comment je peux séquencer ma vidéo également. Je ne sais pas combien de temps je pourrais prendre pour faire l'introduction. Bah là, on me dit 1 minute, bah, je peux faire un test pour voir si ça fait vraiment 1 minute et donc se calquer là-dessus. C'est une proposition, encore une fois, hein, si vous souhaitez un jour vous lancer dans la réalisation de capsules vidéo. Je vais vous montrer un petit extrait vidéo également. Hop. En fait, c'est un peu de l'inception. En réalité, on a créé avec Jonathan une vidéo qui présente les principes de Meyer en respectant les principes de Meyer. Donc, je vous la présente ici. Cette vidéo consiste en un résumé des principes formulés par Richard Meyer pour l'élaboration de ressources multimédia. Il en a formulé 10 qui vont être expliqués dans cette vidéo et associés à quelques exemples. Le premier principe, le plus évident, est qu'un contenu sera plus efficacement transmis si les mots sont associés aux images. C'est le principe du multimédia. Par exemple, si je vous dis simplement que l'inflation est un processus progressif de perte du pouvoir d'achat d'une monnaie en raison d'une augmentation générale des prix, sans doute qu'un grand nombre d'entre vous auront compris et s'en souviendront. Mais il est fort à parier que le passage aurait été plus efficace si cela s'était passé de cette manière. L'inflation est un processus progressif de perte du pouvoir d'achat d'une monnaie en raison d'une augmentation générale des prix. Le second principe, celui de cohérence, postule que les différents éléments d'une ressource multimédia doivent être clairement en lien. Je ne vais pas vous mettre toute la vidéo, je vous donnerai de toute façon. Le support de présentation, je vous le donnerai directement après la présentation ici, forcément. Le lien vers toutes les vidéos également, donc vous tracassez pas si on ne regarde pas toutes les vidéos. Vous aurez tout le loisir de le faire ce week-end. Et, et voilà, on pourra en discuter de toute façon. Sachez juste que je vous montre cette vidéo des principes de Meyer parce que l'usage pédagogique que j'en fais ici dans le cadre de ce webinaire ou d'autres formations, c'est ici à une visée de compréhension des concepts de Richard Meyer. Ici, je viens d'en parler pendant une dizaine de minutes oralement, en vous montrant les différents principes, en discutant un petit peu. Et puis, je vous ai parlé du script, et puis je suis revenu sur les principes de Meyer, sur base d'une vidéo. Et bien, cette vidéo-là, moi, mon pari, c'est qu'elle vous sert de support de compréhension. En tant que moi formateur, je me dis, cette vidéo, elle permettra de répondre aux questions que les participants ont peut-être encore par rapport à ce que j'ai dit oralement tout à l'heure. Donc ici, c'est un usage pédagogique type d'une vidéo qui peut être utilisée dans le cadre des formations ou de vos cours ou quoi ou qu'est-ce. Donc, quels usages pédagogiques possibles? On en vient. Je vais vous prendre 2 cas d'usage de la vidéo. C'est dans le cadre d'une formation paramédicale où l'objectif est de rendre les élèves capables de placer un bandage correctement. Alors, les 2 cas, les étudiants reçoivent une tablette avec une vidéo de bandage parfaitement exécutée. Ils doivent reproduire la technique sur un condisciple en s'aidant de la vidéo. La revoir, comparer, ralentir, etc. Le deuxième cas, les étudiants ont précédemment appris, sans vidéo, les critères d'un bon bandage et se sont exercés.
Maintenant, l'enseignant leur diffuse une vidéo d'abordage en situation réelle et leur demande d'en critiquer la qualité. Qu'est-ce qui différencie ces deux usages, selon vous? L'objectif est le même, hein, c'est de rendre les élèves capables de placer un abordage correctement. Moi, je suis débutante en pédagogie, donc je ne sais pas si j'utilise les bons termes, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en en fait, dans la première, enfin, en termes d'efficacité, j'ai l'impression d'avoir, dans la deuxième, il y a un prérequis et que du coup, et on doit utiliser, avec les connaissances, on doit déjà les stimuler parce qu'il faut analyser et critiquer, alors que la première, c'est vraiment un outil, c'est l'outil d'apprentissage premier, quoi. Donc, déjà dans la deuxième situation, on a l'impression que c'est de la consolidation, alors la première, c'est vraiment de l'apprentissage primaire, je sais pas comment on dit, mais... Oui, tout à fait. Bah, c'est exactement ça. On va juste synthétiser en deux termes, finalement. C'est-à-dire que la première vidéo, elle invite les étudiants à se mettre en action directement. C'est-à-dire, on voit la vidéo, on doit reproduire la technique. Donc, l'usage pédagogique de la vidéo que je souhaite faire, c'est de pouvoir mettre en action mes étudiants directement, sur base de cette vidéo. Donc, c'est un premier usage qui est possible. Le deuxième usage, alors que l'objectif est le même, hein, c'est de pouvoir rendre les élèves capables de placer un abordage correctement. La deuxième la vidéo sert d'analyse. On va analyser ce qui se passe et on va en critiquer. Donc, pour la même vidéo, on peut avoir soit une mise en action, soit de l'analyse. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir vraiment deux manières d'utiliser la vidéo ici pour poursuivre finalement les mêmes objectifs. On analyse pour pouvoir placer un bordage correctement, en identifiant ce qui est un bon bordage ou un mauvais bordage. Et dans l'autre cas, eh bien, on se met en action sur base d'une vidéo qu'on va reproduire directement. D'accord? Donc, je reprends la vidéo sur laquelle on voyait comment se laver les mains. Ben, ça invite les personnes à se mettre en action directement. On ne cherche pas à comprendre, parce qu'on a tous compris que c'était le virus, qu'il était partout, mais on veut que les gens se mettent en action et commencent à se laver les mains. Ben, l'usage pédagogique de la vidéo, c'est ça. La volonté, en tout cas, des personnes qui vont utiliser cette vidéo, ils espèrent que les personnes vont se mettre en action par cette vidéo. Donc ça, c'est un premier exemple. Ce qui me fait arriver finalement aux 6 types d'usages qui ont été développés par Christophe et Jonathan, Christophe Laduron et Jonathan Rapp en 2019, les 6 types d'usages qu'on peut retrouver quand on utilise une vidéo. Je vais venir en détail sur chacun des points. La vidéo, ça peut être un objet de compréhension. Donc l'apprenant, il visionne une vidéo explicitant un concept, un fait, une idée dans le but d'en appréhender le contenu. Voilà. Je ne sais rien du tout des principes de Meyer. Ben, je vais regarder la vidéo qui illustrait les principes de Meyer parce que mon prof m'a dit que je pouvais peut-être mieux comprendre ce qui se trame derrière ces principes-là. Donc, j'utilise cette vidéo à des fins de compréhension. Je peux l'utiliser également comme objet de mémorisation. Donc, l'apprenant va mémoriser le contenu proposé dans la vidéo. Imaginons, vous êtes étudiant, enfin élève de primaire, vous devez apprendre une fable de La Fontaine, eh bien, vous allez peut-être obtenir une vidéo de la part de l'enseignant qui va vous inviter alors à l'étudier, à la mémoriser. Donc, moi, en tant qu'enseignant, j'utilise cette vidéo-là pour mémoriser une matière. Donc, simplement pour réciter après, finalement. La vidéo comme objet de mise en action. Donc, la vidéo incite ici l'apprenant à appliquer une procédure, exécuter une tâche donnée. L'exemple du bordage tout à l'heure, on se trouve dans la mise en action. La vidéo comme objet d'analyse, donc là, on est invité à effectuer notre propre analyse du contenu proposé dans une ou plusieurs vidéos. Ça va toujours? Oui. OK. Mais la vidéo peut être utilisée aussi comme objet de positionnement, finalement. On va prendre position en bien, en mal, plus dans un terme de jugement par rapport à ce qui se passe. Alors, soit il est non instrumenté, donc l'apprenant formule un avis personnel sur base de critères personnels ou intériorisés, soit il est instrumenté, où l'apprenant pose un jugement à l'aide de critères définis. Est-ce que le bordage est bien fait? Ah ben non, parce qu'en regard des critères jugés pertinents, il n'est pas bien fait pour X raisons. Voilà. Ça se différencie de l'analyse ici, parce qu'on demande vraiment un jugement de ce qui se passe. On ne va pas analyser tout ce qui se passe au sein de la vidéo, on va l'utiliser vraiment pour prendre position à un moment donné.
C'est ça qui différencie finalement l'analyse du positionnement. Et la vidéo comme objet de création, finalement, soit vocation explicative, c'est de pouvoir inviter l'apprenant à créer lui-même une vidéo pour expliquer un concept, une idée, etc., tel que c'est indiqué sur la dia. Mais c'est pour vérifier s'il a compris également ce concept-là. Donc la vocation explicative, elle est là, parce qu'on remobilise les savoirs pour développer un concept. Mais elle peut être aussi à vocation illustrative. Donc c'est identifier et filmer des situations concrètes des concepts abordés au cours. Typiquement, imaginons que vous êtes dans un cours où on vous demande de parler du concept de mouvement de foule. C'est quoi un mouvement de foule? Eh bien, soit on utilisera la vocation explicative ou eh bien, un mouvement de foule, c'est ceci, ça se traduit par ça, etc., 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 en expliquant. Soit c'est la vocation illustrative, on va aller filmer un concert et on va essayer d'identifier là où se trouve un mouvement de foule pour voir si on a bien compris le concept. Donc là, on illustre d'un côté et on explique de l'autre. Voilà pourquoi l'usage de la création va vers la vidéo, parce que ce n'est pas l'enseignant qui fournit une vidéo à l'étudiant, c'est l'étudiant qui crée une vidéo au service de son apprentissage. OK? Alors, vous remarquerez également que chaque type d'usage est divisé en deux, parce qu'une vidéo peut être utilisée à des fins de compréhension d'un concept, effectivement, mais ça permet sur le plan métacognitif de savoir se dire « Ah ben, est-ce qu'au final, après l'avoir visionné, est-ce que j'ai mieux compris ou est-ce que j'ai moins bien compris ?» Moi-même, finalement. C'est pour ça que pour chacun des usages, on retrouve cet aspect de la métacognition. J'avance un petit peu. Les 6 types d'usage, c'est une typologie qui n'est pas hiérarchique, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Disons qu'on peut recourir, comme c'est dit dans le deuxième point, à plusieurs usages fonction de là où on se trouve à tel moment de la séquence finalement. Mais alors quand on les utilise simultanément, on parle d'usage complexe parce que ça mobilise parfois de la mémorisation en même temps de la création et on peut mêler différentes choses ensemble. Et c'est là où ça devient complexe. Je vais passer les types d'usage parce que je vois qu'il est 18h09 et je ne vais pas vous retarder trop longtemps non plus par rapport au format du webinaire, comme on l'échangeait d'ailleurs avec Monsieur Mercier tout à l'heure. Néanmoins, sachez que je vous fournirai également le Padlet où vous avez des petits exercices entre guillemets qui vous permettront de peut-être un peu mieux jongler avec ces types d'usages, des mises en situation où vous lirez un enseignant de secondaire utilise la vidéo dans tel cadre, et là on vous demanderait alors à quel type d'usage cela fait-il référence. Voilà. Et vous pourriez vous positionner pour mieux appréhender ces différents concepts. Donc vous voyez, il y a toute l'analyse de cas ici, je les passe. Hops. Si mon ordi veut bien le passer, il ne veut plus. Je pense qu'il est très fatigué aussi, mais il va se relancer. Je terminerai juste ce petit webinaire sur un aspect qui me semble assez important. Voilà, je passe tout ceci, j'avais vu. Voilà. C'est notamment la question de la plus-value, finalement. La plus-value quant aux usages pédagogiques de la vidéo ici. Donc, je passe vite sur cette question-là. Plus-value du numérique dans la vidéo, c'est ce que l'outil me permet de faire de nouveau ou de mieux dans ma pratique. Donc, l'idée, c'est un portfolio numérique qui me permet de consulter ou d'annoter les écrits réflexifs des étudiants à distance tout au long du processus. Mais alors, pour la vidéo, ce serait quoi en regard justement de ces types d'usages? Si on prend la compréhension et la mémorisation, la plus-value serait que c'est plus clair. Il y a une supplantation qui se fait. Plutôt que de le dire oralement, j'utilise une vidéo qui va me permettre de mieux peut-être comprendre ce concept-là ou de mieux mémoriser des phrases parce que c'est dit d'une autre manière. Affichage de scène, phénomène réel, impossible à montrer en réalité. Une autre plus-value. Par contre, ce qui serait une moins-value, c'est que les informations seraient trop longues. Donc, si une vidéo est trop longue ou si elle aborde trop de notions, eh bien, ce serait plus difficile à comprendre et encore plus difficile à mémoriser. Si on prend la mise en action, la plus-value serait aussi la clarté, supplantation, la simulation visuelle d'un exemple de réalisation de la tâche. Toujours montrer comment on se lave les mains, par exemple, c'est une stimulation visuelle. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'usage de la vidéo ici, c'est que si vous devez procéder à des mouvements qui nécessitent d'être proche du corps, imaginons,
et que vous êtes dans un amphi de 300 personnes, ben, la plus-value pédagogique de l'utilisation de la vidéo, c'est que vous pouvez donner la possibilité à chacun des étudiants de voir la même chose avec le même angle de vue au même moment. Si vous êtes 300 à regarder la même chose, une démonstration pour 2 personnes qui se trouvent en face de vous, vous n'aurez pas le même angle de vue, pas le même son, pas la même vision et la même compréhension de ce qui se passe. Donc là, c'est clairement une plus-value. Donc, illustration d'une mise en œuvre réelle de la tâche, comme je le disais également. Hop. Permet une comparaison à l'ensemble des aspects de la tâche. Donc là, on peut, plutôt que de présenter, comment est-ce que je vais dire, on peut faire apparaître les différents éléments au fur et à mesure, plutôt que de présenter d'un seul et même bloc l'ensemble des données. Donc c'est ça. On peut accélérer, on peut ralentir, on peut faire des arrêts sur image, ce genre de choses. Ce sont aussi des plus-values. Quant à l'analyse et le positionnement, c'est toujours des situations réelles qui sont visionnables autant de fois que nécessaire et qui peuvent être enrichies. Imaginons qu'on fait un mouvement dans le cadre d'un cours d'éducation physique pour lequel on est filmé. Eh bien, on va marquer une pause, on va pouvoir intégrer une flèche en disant c'est là qu'il faut agir au niveau du mouvement tel pour mieux réussir l'exercice. Ça, c'est impossible à faire en réalité. On ne peut pas encore mettre les personnes sur pause. Voilà, il y a visionnage réel de sa propre performance ou celle d'un pair. Donc, si vous vous faites filmer, vous pouvez regarder directement votre performance et pouvoir analyser ce qui se passe parce que vous vous voyez directement. Ou même porter un regard sur votre propre pratique. Et là, on est dans la métacognition. Et enfin, la création. Selon la recherche, ça amène à un niveau de maîtrise plus élevé des notions expliquées. Si on invite les étudiants à réaliser des vidéos, ça veut dire qu'ils s'approprieraient potentiellement mieux le concept que s'ils devaient simplement le réciter oralement ou d'en faire un écrit. Voilà. Et ça permet également d'ouvrir à la créativité selon l'ouverture et selon le degré d'ouverture de l'enseignant aussi par rapport à ce qui est toléré au niveau de la production. Et ça permet aussi, enfin, le travail collaboratif, le fait de créer une vidéo, de demander de créer une vidéo. Je terminerai juste par ces quelques pages de bibliographie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les consulter. Et si vous voulez continuer à échanger sur le sujet, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail et vous avez tous les éléments de référence qu'il vous faut.